Alors, nous allons reprendre nos travaux. Je l'ai dit lors de notre première séance, la valorisation du Parlement est l'un des enjeux essentiels de la réforme de nos institutions. Or, valoriser le Parlement implique notamment de valoriser ses travaux. C'est la raison pour laquelle j'ai invité notre collègue, le député Philippe Doucet, à se joindre à nous aujourd'hui pour ce débat sur le statut de l'élu. Philippe Doucet est membre du groupe SRC et a publié en juin 2013 avec Philippe Gosselin, député du groupe UMP, un rapport d'information de grande qualité intitulé Pour un véritable statut de l'élu que vous avez devant vous. Philippe Gosselin a été retenu dans sa circonscription aujourd'hui. C'est vrai que nous sommes courageux. Je suis même surpris de la fréquentation de cette réunion dans cette date un peu compliquée. Et il ne pouvait malheureusement être présent parmi nous aujourd'hui. À la suite de ce rapport, vous avez repris et amendé une proposition de loi du Sénat visant justement à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat. Vous nous direz sans doute où en est l'examen de ce texte. Sans plus tarder, je vous cède la parole tout en vous remerciant une nouvelle fois au nom de notre groupe de travail pour votre présence parmi nous aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Merci au président Barthelone de m'avoir invité. Je retrouve à côté de lui Michel Vinocq, sur lequel j'ai subi ses livres, si je puis dire, au cours des études, et qu'on suit toujours parce que, par ailleurs, sur d'autres sujets de réflexion, je suis avec intérêt sa controverse avec Zves Sternel sur le fascisme français. Donc, c'est des sujets qui me passionnent sur l'histoire. Effectivement, c'est un sujet important. On dit toujours l'ouverture de la classe politique. Mais quand je regarde, et je lisais, il suffit de prendre les curriculum vitae des députés de l'Assemblée nationale pour constater que ceux qui ne viennent pas de la fonction publique au sens très large ou des professions libérales sont extrêmement restreints. Le président de l'Assemblée nationale en fait partie. Mais finalement, les parcours sont très souvent assez uniformes. Ce n'est pas mon cas. Donc je suis toujours apparu, notamment au sein du Parti socialiste, comme quelqu'un un peu à part, ayant passé beaucoup de temps dans le privé, 25 ans dans des entreprises, petites, grandes, internationales, et ayant mené parallèlement notamment des fonctions d'élu local. Je n'ai pu les mener que par le miracle des qualités relationnelles des patrons que j'avais qui ont accepté de jouer le jeu. Donc c'est pas dans une logique statutaire, c'est simplement parce que par les rencontres, y compris quand des chasseurs de tête viennent vous chercher pour occuper un poste, vous pouvez poser vous un certain nombre de conditions et donc dire voilà, je suis déjà élu, est-ce que ça vous pose un souci ou pas? Donc j'ai eu la chance d'avoir des patrons qui n'étaient pas de ma sensibilité politique, qui surprendra personne, mais qui ont accepté de jouer le jeu démocratique. Mais c'est relève plus de l'exception que de la règle, ce qui pose toute une série de problèmes. Donc, effectivement, je me suis intéressé très vite à cette logique du statut de l'élu, non pas pour être dans une logique d'avoir un statut de plus, mais pour ouvrir cette classe politique que je trouve, pour ma part, beaucoup trop fermée, à plein d'égards, avec du coup les conséquences politiques de cette fermeture. Quelques chiffres sur des élus qui ne ressemblent pas à la société. D'abord, la question de l'âge, parce que nous avons beaucoup d'élus âgés. Le nombre de maires de moins de 40 ans a été divisé par 3 en 10 ans. Donc non seulement on n'est pas dans une phase de progression, on est dans une phase de régression en termes d'âge. On comptait 32,4% de retraités en 2012 parmi les élus locaux. Les femmes restent éloignées des fonctions exécutives. Seuls 14,4% de femmes sont maires. Les exploitants agricoles ne représentent qu'1% de la population active, mais ils sont 11,1% à être conseillers municipaux et 15,6% à être maires. A l'inverse, les ouvriers, qui représentent 13,5% des actifs, ne sont que 4,8% à être conseillers municipaux, 2% à être maires, 0,4% conseillers généraux et 1,1% conseillers régionaux. Donc, beaucoup de seigneurs,
donc peu de jeunes, très faible féminisation et les représentations des activités professionnelles inversées par rapport à la réalité de la société française. Ça, c'est le global. Si on prend les villes moyennes, c'est-à-dire la strate des villes de 5 000 à 20 000 habitants, ce qui représente beaucoup de villes en France, 58% des maires ont plus de 60 ans. 58% des maires ont plus de 60 ans. Donc les villes moyennes sont gérées par des seigneurs. Sur ces maires, 50% d'entre eux sont issus du secteur public. Donc, sur cette strate de ville, vous avez 2% de maires, je dirais, normaux. C'est-à-dire quand vous avez enlevé les seigneurs, la fonction publique et les professions libérales, il reste 2% de salariés, de maires venant du salariat. Représenter des populations diverses, certes, dans des villes moyennes, il peut y avoir beaucoup d'anciens, mais je pense qu'un maire qui a plus de 65 ans, sauf évidemment s'il a des logiques de petits-enfants, par exemple la question des crèches, la gestion de tout ce qui est autour du monde du travail, est une vraie difficulté. Donc, ouvrir, il y a des éléments... donc, la mission d'information que nous avons conduite avec Philippe Gosselin, ce qui est intéressant de ce point de vue-là, c'est que finalement, l'analyse, la perception est transpartisane. Tout le monde comprend bien, tout le monde vit bien, entre guillemets, analyse bien cette situation. Donc on a clairement le sujet devant nous, au-delà des clivages politiques. Et tout le monde sent bien qu'on passe à côté de quelque chose, y compris dans la représentation de la classe politique. Si on veut ce lien entre classe politique et citoyen, il faut que les gens ont quand même le sentiment d'être représentés. Non pas obligatoirement dans une logique de quota, mais quand même d'être représentés. Et cette représentation se fait sur l'ensemble du scope. L'âge, la question du sexe, peut être la question des origines, la question des classes sociales. Et je suis très frappé, moi, dans le débat, et notamment au sein du Parti socialiste, c'est qu'à chaque fois qu'on a évoqué les questions de représentation, on a beaucoup été sur les questions de diversité. Et je trouve toujours que la question des classes sociales est oubliée. Donc, je rappelle quand même que dans la totalité du corps social français, ouvriers et employés, quelles que soient les catégories d'ouvriers dans l'évolution du monde du salariat, ouvriers et employés, c'est plus de 50% du corps social. Comment aujourd'hui, ces 50% du corps social peuvent se sentir représentés? Ça fait bien longtemps que nous n'avons pas d'un Pierre Mauroy ou d'un Pierre Bérégovoy au gouvernement, y compris même en représentation symbolique. Il a quand même fallu que Pierre Mauroy explique en 2002 à Lionel Jospin que le mot ouvrier n'était pas un gros mot. Le mot ouvrier ne figurait pas dans une ligne du programme présidentiel de Lionel Jospin. Donc on voit bien le bout du bout de l'histoire politique de la non-représentation. Alors, nous avançons sur le statut de l'élu. Je n'aime pas trop le mot parce qu'il y a toujours un côté statut, les élus se font quelque chose en béton pour se protéger. Donc, dans la communication, je pense qu'on sera plutôt sur l'ouverture de cette classe politique. Déjà, pour pouvoir être élu, il faut pouvoir être candidat. Quand autour de moi, j'ai des candidats qui sortent de la fonction publique ou qui sont professeurs, je veux dire, personne ne va venir vous tirer les oreilles, déjà parce qu'en termes de gestion de votre temps, vous avez une liberté de temps qui n'a rien à voir avec un salarié qui pointe, par exemple. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est que plus de personnes puissent être candidats. Parce que pour être élu, il faut déjà être candidat. Donc nous souhaitons, ce que nous avons fait passer, c'est l'extension du congé électif pour les candidats aux élections dans les communes de 1000 habitants au moins, le droit à la suspension du contrat de travail, au congé de formation professionnelle, au bilan de compétences pour les adjoints au maire, qui est en vigueur dans les communes de 20 000 habitants et qu'on abaisse à 10 000 habitants, la possibilité pour chacun d'exercer son mandat quand vous êtes élu. J'ai eu plein d'amis profs qui sont devenus maires, par exemple. Vous demandez, vous faites un courrier éducation nationale,
et vous passez un mi-temps sur un simple courrier. Et le jour où vous n'êtes plus maire, vous faites un autre courrier pour dire que je repasse à plein temps. Quand vous êtes salarié dans une entreprise, la vie est un peu plus compliquée qu'un simple courrier parce que la pression sociale n'a rien à voir. Donc, nous avons souhaité fixer par principe l'indemnité d'élu local au niveau maximal, puisque nous avons constaté dans le paradoxe, contrairement à ce qu'on entend sur les ondes ou dans les médias, que beaucoup d'élus ne touchaient pas le maximum de leur indemnité, y compris parce que quand vous êtes dans un conseil municipal de commune petite ou moyenne, ça peut être compliqué de faire passer ce principe. Parce que la pression sociale sur, en gros, les élus volent leurs indemnités, parce que c'est quand même un peu ça qui traîne, eh bien, elle est compliquée du coup à faire passer. Alors, quand vous êtes retraité, vous pouvez vous dire, j'ai ma retraite, je fais ça en plus, je n'ai plus d'activité professionnelle. Quand vous êtes profession libérale, vous pouvez avoir des revenus à côté, donc vous gérez votre affaire. Mais quand vous êtes salarié, votre patron va vous faire votre délégation d'heures et va vous enlever une partie de votre salaire. Et donc la question du complément de rémunération par l'indemnité, elle est évidemment essentielle. Autrement, c'est un facteur de fermeture. Et donc nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'il n'y ait plus de vote en conseil municipal, mais que par le principe, les élus, notamment les maires, soient immédiatement au taux maximal de cette indemnité. Le crédit d'heure, donc ce qui permet à quelqu'un d'exercer clairement son mandat, est étendu aux conseils municipaux des communes de moins de 3500 habitants, toujours à 20% de la durée hebdomadaire légale du travail. En disant, un jour par semaine pour être dans sa collectivité locale, on peut avancer. L'extension du droit à la suspension du contrat de travail pendant l'exercice du mandat électif et le droit à la réintégration dans l'entreprise pour les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle. Donc là aussi, que les éléments de droit soient posés sur le contrat de travail, là aussi, dans le monde de l'entreprise. Ensuite, permettre à chacun de préparer l'après-mandat et le retour à l'emploi. C'est une donnée très importante. Si on veut que les personnes puissent candidater, une nouvelle fois, vous êtes fonctionnaire, vous êtes sûr de retrouver votre job. Vous êtes salarié, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Parce que bien sûr, facialement, vous êtes protégé par la loi, mais la pression sociale dans l'entreprise n'a rien à voir avec celle que vous pouvez avoir, par exemple, si vous êtes fonctionnaire déjà d'une collectivité. Et donc, il y a un frein. Et donc, il faut, si quelqu'un veut pouvoir être candidat, il faut qu'on puisse penser à la sortie, à son retour au poste élu. Tout le monde voit bien que, comme je dis toujours, quand vous êtes élu, vous êtes en CDD. Et donc, tout le monde a bien en tête que ce n'est pas un CDI. Et si vous êtes en CDD, il se passe quoi après? Donc, nous souhaitons la validation des acquis de l'expérience, ouverte aux élus comme aux salariés, l'allocation différentielle de fin de mandat, qui sera versée pendant 1 an au lieu de 6 mois, c'est-à-dire que vous faites sortir, il suffit de voir l'énorme plan social après les élections municipales. Donc, avec des élus qui n'ont pas retrouvé de maires battus, ou d'adjoints battus, qui n'ont pas retrouvé de fonction. Donc, qu'il puisse y avoir cette allocation prolongée d'1 an avec 6 mois un certain taux et 6 mois un autre taux. Le droit individuel à l'information des élus. Là aussi, pour valoriser leurs acquis avec quelque chose, du coup, d'obligatoire. Voilà, donc ça, c'est les pistes. Et puis, je ne l'ai pas mis dans la mission d'information, mais je pense qu'il faut aller plus loin. C'est quelque chose à mettre en débat. Alors, vous allez trouver la comparaison peut-être audacieuse. Mais finalement, la société française reste quand même beaucoup dans des logiques de blocage. Même si à titre personnel, j'aime pas cette méthode, mais je pense qu'on n'aurait pas avancé sur la féminisation si on n'avait pas imposé la parité. Si on n'avait pas posé par la loi la parité sur les listes municipales et même aujourd'hui sur les listes d'adjoints. Donc tout le monde a bien été obligé de se mettre en situation d'avoir autant d'adjoints femmes qu'hommes. De la même manière, même si les résultats sont moins forts, je pense que si la réflexion sur la place des handicapés dans l'entreprise, si on n'avait pas imposé quelque chose par la loi, même si elle est contournée, on n'y serait pas arrivé. En tout cas, le débat public n'y serait pas arrivé. Et à chaque fois que je rencontre des chefs d'entreprise, je suis souvent invité dans l'entreprise, parce que je dis, tiens, il y a
Il y a quelqu'un qui a parlé l'entreprise, qui sait comment ça marche. Je leur dis, mais est-ce que vous seriez prêt à accepter que dans votre comité de direction, quand votre comité d'entreprise, quand dans l'ensemble de vos salariés, est-ce que vous seriez prêt à accepter, finalement, vous reprochez que l'Assemblée, les assemblées, les mairies ne prennent pas en compte la dimension de l'entreprise, que ça ne parle pas le même langage, que ça soit des langues étrangères. Mais est-ce que vous êtes prêt à faire un effort ? Eh bien, ça pourrait être intéressant que les entreprises puissent avoir obligation d'avoir le 1% élu local, si je puis dire. C'est-à-dire que derrière, leur dire, bah, écoutez, vous devriez être acteur de la société civile, de la société politique, en vous imposant à vous-même, finalement, un devoir de citoyenneté à travers la représentation, l'effort que vous faites pour la citoyenneté. Parce que vous vous plaignez de cette coupure, mais vous ne faites rien contre cette coupure. Y compris si une entreprise, vous vous trouvez aujourd'hui ou demain élu dans une entreprise, c'est plutôt mal vu que bien vu, sauf exception. Donc il faut vraiment qu'on arrive à déverrouiller cette situation-là, parce qu'autrement, eh bien, combien d'ouvriers dans les fonctions d'élu local ? S'il n'y a pas d'ouvriers dans les fonctions d'élu local, chacun sait comment ça marche. Vous n'en trouverez pas dans des fonctions départementales ni régionales. Et vous n'êtes pas prêt d'en voir à l'Assemblée nationale, parce que chacun sait que ce soit le président Barthelone ou des députés ici ou moi-même, on a commencé comme conseiller municipal d'opposition, conseiller général, ou conseiller ou maire, et puis on a progressé ainsi dans la fonction politique, dans le travail pour le bien public. Donc ça se prend à la base, et je pense qu'il faut avancer. Donc on devrait aboutir, il devrait y avoir une CMP début mars positive, parce que nos amis sénateurs ont fini par rentrer positivement dans la discussion. Donc on devrait avoir ce dispositif-là mis en place pour le 1er janvier 2016. Mais je pense qu'il faut encore aller au-delà, et notamment entamer un dialogue avec le patronat, qui a une partie des clés. Et je pense que malheureusement, on ne s'en sortira pas sans une autre loi pour imposer plus de représentation du monde du travail. Je pense aussi qu'on a, nous, collectivement, une responsabilité, y compris, je me tourne vers Bernard Thibault, côté syndical. Je pense que la mise en avant des classes sociales, de la représentation des classes sociales, a été gommée progressivement du paysage politique. C'est pas parce qu'il n'y a plus la classe ouvrière en mode Renault, Billancourt, qu'il n'y a plus d'ouvriers dans la société française. Les modes de travail sont différents. Il y a le lien ouvrier-service qui est différent. Le monde des PME a beaucoup grossi, et les ouvriers dans les PME avec les questions de représentation. Mais on doit poser plus avant la question de la représentation des classes sociales. On a avancé sur la parité, mais pour moi, on a plutôt un recul de la représentation du monde du salariat dans le monde politique. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà la base qui est posée sur le travail parlementaire. Vous avez vu que ça a abordé, les deux députés en l'occurrence ont abordé les différentes questions de l'amorçage de la pompe démocratique, si je peux employer cette expression. Alors, y a-t-il des interrogations ? Des questions ? Oui, Karine Berger. D'abord, je voudrais remercier Philippe Doucet parce que vraiment son exposé était très intéressant, ouvrait des tas de problématiques qui, jusqu'à présent, ont un tout petit peu de mal à s'exprimer, et notamment la problématique clé que vous avez soulevée, qui est la question de la place des salariés du privé dans la représentation politique. Alors, je suis peut-être un peu plus sensibilisée à ça, effectivement, que d'autres, parce que je viens moi-même du secteur privé juste avant mon élection, qu'en plus, c'était ma première élection, contrairement à l'exemple cité, et que, pour le coup, j'ai pu tester ce que c'était qu'un engagement politique de gauche dans une entreprise. Parce que c'est peut-être le point sur lequel vous êtes passé assez rapidement. Vous dites, au fond, la problématique, c'est d'abord une problématique de disponibilité. C'est vrai. Et ce n'est pas la disponibilité pour faire campagne, c'est la disponibilité pour s'installer dans le champ politique, dans les partis politiques, etc. Arriver à dégager du temps bien avant la question élective pour aller à des réunions, pour tout simplement faire de la politique, c'est quelque chose qui, dans le monde de l'entreprise,
est extrêmement difficile, extrêmement difficile. Donc il y a peut-être une question en amont qui est au fond comment on fait pour dégager du temps quand on est dans le secteur privé pour faire aussi présence militante, citoyenne, associative, etc. Là, j'ai aucune réponse. Et le deuxième sujet, qui est quand même qu'il n'y a pas de neutralité à l'intérieur des entreprises en matière politique. Ça n'existe pas. Et que je pense qu'un certain nombre d'entreprises seront beaucoup plus favorables à avoir 1% d'élus locaux d'une certaine étiquette plutôt que d'une autre. Je parle de choses très vécues. Donc, au fond, comment on arrive à dissocier la question, on va dire, de la nécessité de faire en sorte que toute la société soit engagée en politique, avec le fait que la société a elle-même des intérêts politiques, et que c'est extrêmement difficile, au fond, de faire complètement fi de ce type de tension. J'ajouterais d'ailleurs que ce n'est pas que dans le privé que ça existe aussi dans la fonction publique. Et le troisième sujet sur lequel je voudrais que vous reveniez, qui à mon avis est vraiment un sujet très délicat pour nos concitoyens, c'est la question de la couverture, entre guillemets, chômage post-mandat. Ça, c'est quelque chose qui fait, plus que toute autre chose, hurler nos concitoyens. Sans doute à tort, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à parler d'un accompagnement à la fin du mandat et un accompagnement financier, comme c'est mis dans le rapport, on est en face mais d'une levée de bouclier, y compris, encore une fois, de personnes qui ne sont pas forcément anti-système, qui considèrent que la protection est déjà très importante liée au fait qu'on est engagé en politique, qu'on a des mandats, etc. Et que cette protection, au fond, ne doit pas être encore agrandie pour des raisons, pour quelques raisons que ce soit. Donc, au fond, comment arriver à rendre compréhensible ou accepter la nécessité de donner des gages à ceux qui prennent, en tout cas à ceux qui prennent un risque, parce que tout le monde ne prend pas le risque, comme vous l'avez très bien dit, à ceux qui prennent un risque à faire s'engager en politique. Je crois vraiment que cette idée qu'on prend un risque quand on fait de la politique ou quand on fait un mandat, c'est quelque chose qui n'est absolument pas partagé par nos concitoyens aujourd'hui, y compris d'ailleurs des personnes qui sont engagées dans la vie politique. Puis un dernier mot, vous avez rapidement parlé de quotas. Moi, je suis persuadée qu'à un moment ou à un autre, si on veut arriver à faire en sorte que la France de 2015 soit représentée dans la vie politique, il faudra aller aux quotas. Jusqu'où les quotas? Merci Karine Berger. Arnaud Richard. Oui, merci Président. D'abord, bravo Philippe et aux deux Philippe pour la qualité de ce travail. C'est vrai que ça fait un peu tambouille tous ces sujets d'indemnité, de quotas. Donc il faut redonner un peu de sens à notre travail. Moi, de bonne foi, Philippe, j'ai entendu beaucoup de seniors tout à l'heure. Hein. Voilà, pas de seniors. Le nombre de maires de moins de 40 ans, il a été divisé par 10 en 20 ans. Toi, tu vois sur 5-6 ans. Donc c'est 12% en 93, de moins de 40 ans, 1,8% en 2000. Donc c'est encore plus grave que les chiffres que tu donnais. Sur leur présentation démocratique des retraités, 32%, c'est très bien, ça prouve le problème. Et sur la professionnalisation du métier, on l'a évoqué avant que tu n'arrives dans la table ronde précédente, est-ce que la fonction d'élu est un métier ou pas? Et donc si c'est un métier, il faut l'assumer. Voilà, bon. On ne l'assume pas, on ne veut pas aller jusqu'au bout de la démarche. Bon. On nous taxe tous, élus nationaux, d'être des cumulards, mais les plus grands cumulards, c'est les élus locaux. Ce n'est pas les élus nationaux. Et là-dessus, le législateur a été assez... voilà. Moi, je constate que la grande avancée du statut de l'élu, elle s'est faite, rappelez-vous, il y a très longtemps, dans une commission mixte paritaire pour la loi Vaillant, en 2000, je crois, et qui avait duré, je crois, 8 ou 10 heures. Les seules avancées sur le statut de l'élu, importantes, hein, tu m'arrêtes si je me trompe, Philippe, sur le quota d'heures, sur l'aide pour les nounouches comme ça s'est fait dans une CMP contre l'avis du gouvernement. Ce n'était pas dans le texte initial. Et les grandes avancées se sont faites en CMP.
ZMP qui a été assez historique, si vous vous en souvenez. Est-ce que ce système de quota d'heure est cohérent aujourd'hui? Est-ce qu'il s'applique? Est-ce qu'il est normal que ce quota d'heure fasse une baisse de salaire pour ceux qui en profitent ou pas? Moi, je me pose toujours la question. Et la proposition que tu fais, Philippe, sur la dimension sociétale de l'entreprise, moi, je trouve bien, et c'est votre proposition numéro 11, qu'au même titre que l'entreprise préserve son salarié quand il devient représentant syndical, elle doit, à mon sens, préserver son salarié quand il devient représentant de la démocratie directe. Sur la réintégration professionnelle, là-dessus, je pense que mon voisin en dira peut-être plus, les syndicats sont plus en pointe que nous et plus avancés. Et ça, c'est une bonne chose. La question que je me pose, c'est est-ce que le statut de l'élu doit être regardé par rapport à la fonction exercée ou à la personne? Quand un retraité exerce des fonctions dans une grande association, il n'est pas rémunéré pour ça. Il a sa retraite, donc... pourquoi aurait-il une rémunération du fait d'une fonction de maire? Il n'en a pas besoin. Il ne l'a pas quand il est président d'une association. Donc le sujet, il est si on veut faire rentrer des hommes et des femmes un peu différentes et un peu plus jeunes dans la fonction politique, c'est d'adapter le statut, et je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est un propos qui n'est pas très joli, le statut, mais donner des moyens à celles et ceux qui veulent s'engager pour les autres de pouvoir le faire. On a tous vécu la préparation des élections municipales, tous mes amis, de droite comme de gauche d'ailleurs, qui voulaient s'engager dans des listes pour devenir adjoints et qui étaient dans le privé, je leur disais, n'y allez pas, c'est risqué pour votre vie personnelle, professionnelle, familiale. Parce que les réunions, c'est toujours à 17h, et qu'on n'intègre pas dans... c'est très pragmatique, je suis désolé, on est très loin de la discussion philosophique, mais il y a un moment, la réalité des choses, c'est celle-là. Je vois Karine Berger sourire. La réalité, c'est que quand vous êtes salarié dans une entreprise privée et qu'on vous met 4 fois de suite dans le mois une réunion à 17h, et ben ça pose un problème. Voilà. Ça pose un problème parce que les crédits d'heures ne suffisent pas et que les crédits d'heures ont l'impression quasiment que vous faites l'aumône pour les avoir, alors quand même, vous êtes là pour contribuer au bien commun. Sur les indemnités, moi j'étais hier avec des enfants du Parlement des enfants qui ont tous l'impression qu'on est milliardaires. Hein. Bon. Alors je sais pas pourquoi d'ailleurs. Bon, peut-être les voitures de fonction, c'est peut-être l'image de la télé. Bon, je sais pas. Moi je leur explique, voilà, on gagne entre le fonctionnaire le mieux payé et le moins bien payé, on est entre les deux. Voilà, tout d'un coup ils disent ah bon, on pensait que voilà. C'est exactement ça. Bah ça dépend comment tu regardes les choses. Ah non. Oui. Ça, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Nous étions indexés sur une catégorie de fonctionnaires qui ont vu depuis maintenant 10 ans leur salaire de base bloqué et leur niveau de prime augmenté. C'est pour ça qu'il y a eu ce décalage. Et c'est d'ailleurs toute la difficulté qui se pose souvent sur l'indemnisation des élus. Au début de la Ve République, pour tenir compte de ce besoin de permettre aux gens de ne pas avoir ou une profession libérale ou une fortune personnelle, il y a eu ce débat sur quelle doit être l'échelle de salaire pour les députés. Mais aujourd'hui, il y a eu ce décalage, même par rapport à 81. Parce que l'indice auquel étaient attachés les députés, ça n'augmente plus dans la fonction publique parce qu'ils sont payés en prime, compte tenu des conséquences que ça a sur les retraites. C'est très intéressant à regarder cette histoire de près pour voir exactement quelle est, y compris dans l'élaboration d'un certain nombre de règles du Parlement, la prise en compte de l'antiparlementarisme. Pardon. Et Président, moi, ceux qui considèrent qu'on gagne trop d'argent, je leur dis, mais on arrête tout, c'est gratuit, on fait tout gratuit. Voilà. Vous verrez les élus que vous aurez. Il y a un moment, il faut se rappeler pourquoi on a donné les indemnités aux élus, avec la dimension historique pendant la Révolution. Et je vous invite à regarder au moment de la Révolution, voilà, le débat. Il y a ici encore les débats sur ce que représentait la pression forte de la noblesse à l'époque pour interdire toute indemnité parlementaire. C'est tout à fait intéressant. Et après, je réponds à Karine sur la couverture de fin de mandat. Le président le dira ça mieux que moi, certainement, mais je n'ai pas le sentiment, je crois que c'est
100% d'indemnité pendant 6 mois, ce qui là est beaucoup plus que tout un chacun, 75 pendant 6 mois, 50 pendant 6 mois, 25 pendant 6 mois. Bon, par rapport au régime de chômage, c'est moins favorable. Primo, secondo, assez peu de gens l'utilisent, si ça se compte sur les un peu moins, un tout petit peu plus que les doigts d'une main aux dernières, voilà. 6 personnes, voilà. Donc il y a un moment, on ne peut pas laisser dire n'importe quoi sur cette allocation de fin de mandat. Et ce n'est versé en Voilà. défalquant les revenus qui peuvent exister de la part des parlementaires qui en reçoivent dans le cadre du cumul des mandats jusqu'à présent ou dans le cadre d'une activité. Et après, à titre personnel, à tous ceux qui considèrent que on est trop payé ou qu'on a des avantages trop peu, moi je leur dis, écoutez, présentez-vous, faites le job et vous verrez, après on en reparlera. Cécile. Merci, Monsieur le Président. Bon, moi, je voulais simplement déjà remercier Philippe Doucet, parce que nous avons travaillé à la Commission des lois et on l'a largement entendu sur cette belle mission, pour dire quand même que nous avons 500 000 bénévoles, finalement, parmi les élus locaux, et que c'est très important de le savoir, de le dire. Ce sont autant de racines de la République dans le territoire et des éléments de citoyenneté. Et à un moment où on a vécu des événements tragiques et on se pose la question comment remonter dans la citoyenneté, je pense que ces communes et ces bénévoles qui sont autour des maires sont des éléments forts qu'on ne doit pas écarter d'un revers de main. Alors, c'est vrai qu'il faut un statut pour écarter quand même la précarité des personnes qui s'engagent pour les autres, sans pour autant que nous ayons dans nos communes des fonctionnaires. Je pense qu'il faut trouver un équilibre juste. On n'est pas dans une professionnalisation de la politique, mais on n'est pas non plus dans la précarité d'un élu qui se retrouve au lendemain d'une élection complètement sans rien. Et je ne trouve pas choquant, effectivement, qu'on puisse imaginer un terrain d'atterrissage qui lui permette d'ensuite se réorienter vers une vie professionnelle. Alors, on a parlé beaucoup des fonctionnaires. C'est vrai qu'il me semble qu'on pourrait déjà, vous savez, quand on est en situation d'incompatibilité, on est mis de facto en disponibilité, ce qui veut dire qu'on n'avance plus du tout dans la carrière, et je trouve que c'est très bien. Et je pense qu'il faudrait appliquer ce principe à tous les fonctionnaires, qu'ils soient mis en disponibilité, de sorte qu'ils n'avancent pas dans la carrière en même temps qu'ils mènent leur mandat local. C'est une proposition. Ensuite, sur le non-cumul des mandats, moi je rejoins mon collègue de mission. Je pense qu'il faut absolument qu'on se pose cette question, parce que le non-cumul des mandats locaux, en tout cas sa limitation, permettrait quand même la rénovation et le renouvellement. Et on est quand même maintenant dans un dispositif où on a beaucoup de cumuls, à raison sans doute aussi parce que des indemnités sont insuffisantes dans un certain nombre de petites communes, donc on devient vice-président ou président d'une intercommunalité et pourquoi pas conseiller général et pourquoi pas président du conseil général. Et on a un travail en chaîne. Alors déjà Lionel Jospin était revenu et avait écarté la présidence du conseil régional ou général d'un autre mandat exécutif, mais il faut qu'on aille plus loin. Moi je pense qu'il faut le faire, de même que le non-cumul dans le temps, pourquoi pas. Plus on sera nombreux, mieux ça sera, plus il y aura de citoyens aux commandes de la vie politique. Voilà ce qui me paraissait utile de dire sur cette question. Merci. Marie-Georges Buffet. Moi, je me pose toujours la question de l'apport d'une réglementation ou d'une législation par rapport aux mentalités. Si on prend l'exemple de la place des femmes en politique, il y a le combat des femmes et des hommes contre les mentalités, assignant à la femme son rôle au foyer et à l'homme son rôle dans la cité. Mais il est vrai que la parité a permis de booster ce combat contre la représentation qu'on avait de la place de la femme dans la société. Donc la réglementation, la loi peuvent permettre à un combat qui porte sur les mentalités et sur une conception de la société de faire avancer. Ça a été vrai à une période par rapport à la question de la représentation des couches sociales populaires, notamment de la classe ouvrière, où la question de mettre au pouvoir des hommes et des femmes issus de la classe ouvrière était une question politique. C'était un combat politique. Mais on a essayé de trouver quand même des moyens pour aider à cela. Dans les organisations syndicales, mais y compris chez nous, au Parti communiste, on a inventé le système des permanents.
C'est-à-dire qu'on considérait qu'une homme ou une femme issue des milieux populaires, si elle voulait occuper une place en politique, elle devait se former, elle devait avoir du temps, et donc le parti se donnait des permanents. Le défaut des permanents, c'est qu'une fois qu'on était permanent, retourner dans l'usine était quasiment impossible. Donc le permanent restait permanent, c'est le terme, restait permanent à différentes fonctions dans son parti. Mais on posait bien la question des moyens. Donc je me félicite des travaux accomplis sur ce problème du statut des élus. Statut, pour moi, ne me gêne pas. Statut, c'est un beau mot. Heureusement qu'il y a eu des statuts dans ce pays. On les a déjà trop démolis. Alors sur la question des statuts, alors il y a la question des indemnités. Bien évidemment, on peut estimer, j'entends bien ce que dit Arnaud Richard, hein, que par rapport à l'engagement, à la responsabilité, voilà. Mais bien évidemment, tout est relatif dans une opinion. Et quand vous sortez le montant d'une indemnité d'un député par rapport à ce qu'est le salaire moyen aujourd'hui en France, les gens ouvrent des yeux énormes, avec des aspects très contradictoires. Parce qu'à la fois, il y a ceux qui disent ils s'en mettent plein les poches, etc. D'accord, c'est ce qui d'ailleurs domine un peu aujourd'hui. Et puis, comme il y a quand même une certaine vision aussi, quand même, de l'enrichissement, etc., moi, je vois que quand je vais dans des lycées, et que j'explique que ces indemnités, je ne les touche pas, puisque nous avons un système différent, c'est l'organisation politique qui les touche, et ils nous reversent une compensation, je sens dans les regards, et même les paroles de certains jeunes, où ils me prennent un peu pour une cruche. Pourquoi je ne profite pas des moyens que donne la représentation politique. Donc je pense que cette question des indemnités, il faut vraiment la travailler. Elle ne peut se comprendre que si l'opinion comprend que nous ne sommes pas sur une profession et que nous ne sommes pas sur une carrière. Et donc la question de la limitation des mandats et dans le temps parce que si on n'a pas à la fois cette question du non-cumul, automatiquement, on est dans la profession, et si on est dans la profession, excusez-moi, on est bien payé, quoi, pour aller vite dans le raisonnement. Donc je pense que, moi j'essaye d'expliquer aux élèves, et je vais très très souvent dans les lycées et les collèges, comme vous tous, expliquer que c'est pas un métier, mais il faut repartir de loin pour se faire comprendre, parce que pour eux, c'est un métier. Donc il y a vraiment besoin d'une brisure, et la brisure ne peut être que dans la question du temps et du non-cumul, je le pense profondément. Alors moi, juste une question très précise, et ça touche aussi la fonction publique, parce que j'entends bien ce qui est dit, le privé, la fonction publique, mais ça touche aussi la fonction publique. C'est quand même, mise en disponibilité, arrêt, mais il y a quand même un problème de validation des acquis. Vous prenez, moi j'ai un exemple précis en tête d'un élu qui a été maire adjoint, maire pendant 3 mandats. À l'origine, il est infirmier dans un labo de la paix, de l'assistance publique. Il redevient infirmier dans le labo de l'assistance publique? Ou est-ce qu'on estime qu'à travers ses mandats, il a acquis quand même une certaine connaissance, une certaine compétence, et qu'il y a un retour par rapport à cela, et que pour l'intérêt même de la fonction publique ou de l'entreprise, on a intérêt à lui donner à voir qu'il peut accomplir des tâches où ses compétences d'élu vont lui servir. Donc, je pense que cette question de validation des acquis, qui est valable aussi pour l'élu associatif, hein, pour le bénévole associatif, on a posé plusieurs fois ce problème, on a avancé un petit peu d'ailleurs sur l'élu associatif. Mais je pense que c'est un problème assez nodal, c'est-à-dire s'engager en se disant je vais faire un mandat de 5 ans, ou par exemple 5 ans renouvelable une fois, enfin bon, il faut trouver les formules, mais se dire que mon engagement au service des autres va me permettre ensuite dans mon métier, et puis dans d'autres engagements je peux avoir ensuite, politique, militant, associatif, d'avancer, d'être reconnu, etc. Je crois que c'est un élément de l'engagement aussi. Bernard Thibault. Quelques mots à mon tour. Pour tout dire, j'ignorais ces travaux, j'en suis désolé, je les découvre, je suis tout à fait sincère avec vous. Donc quelques commentaires sur ce qui a été dit, et naturellement j'apprécie qu'on puisse mettre l'accent au travers de cet échange sur un sujet qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer dans nos conversations précédentes, cette absence de disparité sociologique à l'image de la société française dans la représentation politique au sens large, et donc c'est à ce titre-là que je m'inscris dans la réflexion.
Bon, moi aussi, le mot statut ne me choque pas, hein. Ce qu'il faut qu'on ait en tête, c'est la représentation qui est faite au mot statut aujourd'hui. Et à mon avis, trop à tort, on a tendance à assimiler le mot privilège à la notion de statut, alors que c'est pas du tout ça. Le statut, c'est un certain nombre de règles, justement de transparence, de règles dont on peut discuter des contenus, mais qui nous gardent, puisqu'on est dans un cadre collectif, de toute mesure soit discriminatoire, soit privilégiée. Au contraire, le statut, c'est un cadre que chacun peut contrôler, a priori. Mais bon, on peut trouver... moi, dans ce sujet, on a parlé de l'exercice de métier. Enfin bon, tout ça participe de la représentation, voire d'une mauvaise représentation, de l'engagement politique et social. Je fais un parallèle toujours un petit peu osé, mais dès lors que j'ai défendu, et je défends l'approche selon laquelle la démocratie sociale participe de la démocratie en général et n'est pas à extraire totalement de la démocratie politique, même si on a besoin d'outils spécifiques pour la démocratie institutionnelle, ce qui se fait sur le plan social est politique et complémentaire et n'est pas à opposer. Alors, moi j'avais une première question dans votre approche qui est juste, pour favoriser une plus grande diversité socio-professionnelle, il faut travailler sur tous les leviers qui peuvent contribuer à accroître cette diversité. Et ça ne peut pas être que des appels à l'incantation si on ne s'intéresse pas à des aspects purement matériels, au sens très concret du terme. Et vous l'avez évoqué à juste titre, pour certaines catégories, il est plus aisé de se dégager des contraintes matérielles, financières, que pour d'autres catégories. Les salariés, c'est tout simple, ils ont leur travail pour assurer leurs ressources. Dès lors qu'ils ne travaillent pas pour faire autre chose, ils n'ont pas de ressources. Bon ben voilà, ça s'arrête là. Alors sur le plan syndical, au fil des luttes, des négociations, on a un certain nombre de règles qui sont établies, mais elles sont loin encore aujourd'hui d'être favorables à un engagement plein et entier d'une diversité du salariat. Et c'est pour ça que j'avais une question à vous poser quant à la possible implication, qui me paraît incontournable, des entreprises, qui sont de fait, de toute façon, dans un certain nombre de cas, des acteurs pouvant contribuer à construire les réponses. Parce que si on fait abstraction de la problématique contrat de travail, donc employeur, on ne trouvera pas des réponses pour l'ensemble de la population, enfin pour nos concitoyens. Comment vous imaginez la mise à contribution, et je ne parle pas qu'une mise à contribution sur un plan financier, je pense mise à contribution y compris sur des mécanismes des entreprises pour favoriser cette plus grande diversité ou liberté d'engagement. Moi, ce que je remarque sur un plan social, et je crois que c'est aussi vrai sur un plan politique, les disponibilités pour s'engager sur le plan politique seraient nombreuses dès lors que les gens seraient plus assurés que par le passé que ça n'est pas pour s'engager à vitam aeternam. On le voit sur le plan social, je crois que c'est vrai aussi sur le plan politique. Des gens qui vont accepter de participer à la vie de la cité, de la région, voire même au-delà, mais en se disant, bon, peut-être pour 5 ans, 10 ans, mais je ne souhaite pas forcément, voilà. Sauf que ça se heurte justement à des mécaniques de moyens, de droits, qui aujourd'hui empêchent cette fluidité dans les engagements. Et pour les salariés, encore une fois, les entreprises. Alors, bon, vous évoquez ce qui se passe sur le plan des mandats syndicaux, on avance quand même très lentement là-dessus. On avance très lentement, hein, je dois le dire. Y compris que pour des mandats là, syndicaux, j'entends, là aussi, beaucoup reposent sur le bon vouloir de certains employeurs que de reconnaître des engagements syndicaux au-delà des mandats qui sont strictement codifiés par le Code du travail. Délégué du personnel, comité d'entreprise, tout ça est arrêté, il y a des heures de délégation, bon, c'est bordé. Mais dès lors que vous parlez de responsabilité syndicale dans des syndicats départementaux, dans des confédérations syndicales, et donc c'est une autre des questions, au-delà de l'élu, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi à réfléchir à des engagements de nature politique? On parlait des partis politiques, est-ce qu'il serait louable ou pas de travailler, je ne reprends pas le mot statut pour ne fâcher personne, mais quelles seraient les conditions dans lesquelles des citoyens pourraient s'engager dans la vie de parti tout en ayant
un espèce de filet de protection professionnelle le jour où ils sont moins engagés ou leurs collègues ne leur confient pas cette tâche d'animation. Sur le plan social, on a quelques conventions d'entreprise, mais je dois le dire, alors je crois que nos conversations sont enregistrées, mais enfin, peu importe, j'espère que je n'aurai pas de commissaires d'enquête qui viendront... on a beaucoup, au sens juridique du terme, de situations tout à fait illégales. Des entreprises qui acceptent, par exemple, le dégagement de leurs salariés pour exercer un mandat syndical au-delà de ce que prévoit le Code du travail, qui acceptent que des confédérations syndicales ont des besoins, peuvent être assujetties à une forme d'emploi fictif. Elles acceptent de rémunérer quelqu'un pour ne pas effectuer le travail pour lequel elles le rémunèrent. On est sur des notions d'emploi fictif. Certains de mes anciens collègues en première responsabilité de confédération avaient fait même l'aveu public de leur propre situation, donc aujourd'hui disparu, donc il y a de fait malheureusement prescription, mais ça demeure. Là où on a un peu progressé, et c'est une autre des questions, est-ce qu'il n'y aurait pas un travail exploratoire à faire avec le monde de l'enseignement, d'autres acteurs, parce que pour évaluer les acquis de l'expérience, pour reprendre ce terme qui est connu, il faudrait aussi pouvoir le confronter à des grilles incontestables, là aussi, avec des professionnels capables d'évaluer. Donc là, on a effectivement progressé, mais dans quelques régions, avec des universités, pour mettre au point des programmes de formation permanente et un peu plus soutenus lorsque l'horizon de la fin du mandat arrive, pour justement être en capacité d'obtenir un bagage universitaire reconnu, susceptible d'être opposé après à tout employeur susceptible de recueillir quelqu'un qui est en fin de mandat. On peut l'imaginer peut-être, enfin c'est une question que je pose, fin de mandat politique ou fin de mandat syndical, hein, même si les modalités sont sans doute différentes parce que la relation et la nature du mandat est différente. Donc comment vous imaginez responsabiliser collectivement les entreprises par rapport à ce... Et au-delà des aspects financiers, même si ça n'est pas négligeable, mais par la mécanique de droit, parce que là, bon, dernièrement, je le réévoque, hein, on vient d'avoir une négociation sur le dialogue social avec les employeurs. On ne parvient toujours pas, je le redis, pour moi, c'est une aberration, on ne parvient toujours pas à créer concrètement le droit conforme au préambule de la Constitution. Tout salarié a le droit de participer par le biais de ses délégués à la définition des conditions de travail et à la gestion de son entreprise. On n'y arrive pas. On continue d'entendre ceux qui sont dans les entreprises de moins de 11, ceux qui sont dans les entreprises de moins de 50, il y a ceci, il y a cela, il y a autre chose. Donc là, dans la dimension citoyenneté, on peut pas se voir opposer ce genre de... Mais tout mécanisme qui s'élabore nécessite de fait d'avoir, de la part des entreprises, une approche mutuelle. On ne peut pas avoir un dispositif de droit public qui soit d'application variable d'une entreprise à une autre ou d'un groupe à un autre. Donc comment dans votre esprit vous imaginez que cette dimension-là puisse être enfin intégrée dans le fonctionnement des entreprises? Et puis pour éviter, je voulais juste faire cette allusion, je finis par ça, pour éviter que les engagements syndicaux soient à la fois discriminatoire du point de vue de l'évolution salariale d'un militant ou qui puisse être considéré comme un moyen d'accélérer l'augmentation de ses revenus, parce que ça peut aussi exister, il y a une méthode qui s'est dessinée sur un terrain juridique, elle s'appelle la méthode Claire, elle est maintenant reconnue par la plupart des tribunaux. C'est un militant très attaché au droit, un militant de la CGT qui est parvenu à faire reconnaître cette mécanique, c'est de faire des éléments de comparaison sur les évolutions salariales d'un militant syndical. On pourrait l'imaginer dès lors, naturellement, que l'engagement politique serait reconnu de la part des entreprises elles-mêmes, et qui se base sur la moyenne comparative. C'est-à-dire que pour vérifier qu'un militant syndical n'est pas discriminé du point de vue de son salaire, on compare sa situation à qualification égale, ancienneté égale, pour vérifier qu'il a une évolution salariale moyenne vis-à-vis du parcours de tous ses collègues. On pourrait peut-être imaginer, enfin je l'évoque, je ne sais pas si
ce serait forcément transposable, mais on pourrait aussi imaginer des dispositifs qui permettraient de montrer aussi que statut en matière de rémunération, ça n'est ni pour alimenter des privilèges, quels qu'ils soient, mais ça ne peut pas être non plus, parce que la démocratie en a besoin, une posture sacrificielle où quelqu'un accepte quelque part de ne plus avoir de ressources lui permettant de vivre décemment. Donc il y a des mécaniques comme ça qui peuvent aussi aider à servir une cause politique. Merci. Je vais donner la parole à M. Doucet pour qu'il puisse répondre. Je voudrais vous donner un ou deux éléments, si vous me le permettez. D'abord, par rapport aux fonctionnaires, je rappelle que depuis la loi sur la transparence de 2013, les fonctionnaires élus au Parlement seront placés en position de disponibilité et non plus de détachement. Donc ça a été voté. Secondo, sur le cumul dans le temps, avec des difficultés qui apparaîtront, mais vous allez voir, j'essaierai de conclure là-dessus. En 2010, la durée moyenne d'un mandat de député est de 7,5 ans et un sénateur de 10 ans. Après, ce que je voudrais vous faire, on n'est pas dans un monde de bisounours. Dans le privé, bon nombre de salariés ne parlent même pas de leur engagement politique. N'en parlent pas. Et je ne voudrais pas vous faire partager des souvenirs personnels qui remontent à loin. Mais moi, je me souviens la première fois où le chef d'entreprise dans laquelle j'étais cadre, par hasard, se promenant sur ma circonscription, m'a vu sur une affiche. Le lendemain, j'étais convoqué, j'avais 2 lettres sur son bureau, une pour démissionner de l'entreprise, avec un dédommagement pour que ça ne fasse pas d'histoire, et l'autre de démissionner de mon engagement politique. Je ne suis pas certain que ça n'existe pas encore. Et je dois vous dire une chose. Oui, et je dois vous dire une chose. Quand j'ai été élu pour la première fois, je travaille dans l'industrie pharmaceutique, donc mettez-vous ce qu'était la situation à l'époque. Chaque fois que j'intervenais sur ce sujet, je me disais, je coupe une corde de rappel. Après, sur cette histoire de mandat, d'indemnité, de cumul dans le temps ou pas, ce n'est pas séparé de la discussion que l'on a eue précédemment, notamment sur les organisations politiques. Parce que là-dessus aussi, nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Si les organisations politiques sont affaiblies, si les élus, et Marie-Georges va comprendre très bien ce que je dis, moi je me souviens très bien d'une des fois où j'ai eu un affrontement avec mon administration lorsque j'étais ministre. Le directeur qui était en face de moi m'a dit, vous savez, les ministres, je les vois régulièrement passer, en moyenne ils passent 2 ans et demi. Et si nous ne réglons pas cette question de où doit se situer le pouvoir, dans ce monde de non-bisounours, eh bien, il y a une administration qui est là, qui est extrêmement impressionnante, qui, notamment avec maintenant l'alternance, qui n'était pas le cas au moment où le général de Gaulle l'avait installé, ou même dans l'administration, on était pour ou on était contre, et sa carrière en dépendait. Si nous n'examinons pas ces différentes questions dans le même temps, eh bien, se pose la question de savoir ce qu'est le contrôle démocratique. Et j'en reviens au début, si les élus passent, qu'ils sont considérés comme n'ayant pas le pouvoir, aller expliquer pourquoi à nos compatriotes il y a besoin d'élus indemnisés. On en revient à la question qui pour moi est centrale et qui est à l'origine de la mission que j'ai proposée à M. Vinocq. C'est si nous ne sommes pas capables de dire voilà comment fonctionne la démocratie, comment on l'identifie, comment on arrive à mieux préciser les lieux qui peuvent intervenir dans la vie de nos compatriotes, tout cela ne tient pas. Et puis, dernier élément pour revenir sur la lutte de classe, j'ai évoqué tout à l'heure ce qu'a représenté les premiers débats au sein de l'Assemblée sur l'indemnisation des élus. Mais je voudrais vous renvoyer à quelque chose qui est moins lointain, c'est le débat qu'il y a eu pour savoir s'il devait y avoir une couverture sociale pour les élus. Et là aussi,
l'on voit que nous ne sommes vraiment pas dans un monde de bisounours. Mais j'insiste là-dessus, si nous devions avoir une réflexion sur le statut de l'élu, sur les différents éléments qui vont avec, même sur la question de savoir cumul dans le temps ou pas, sans savoir exactement dans le même temps, je le dis franchement, des élus qui passent régulièrement, ça ne peut se concevoir, enfin, avec un turnover rapide qu'avec des partis politiques beaucoup plus consacrés. Ou sinon, il y a quelque chose qui affaiblirait une nouvelle fois la démocratie parce qu'elle donnera le pouvoir à d'autres institutions. Je ne sais si c'est l'administration, je ne sais si c'est les médias, je ne sais si c'est la justice, mais se poser cette question sans revenir à la réflexion essentielle de notre commission, je pense que ce serait une grave erreur. Philippe ? Bien, beaucoup de choses. Je vais peut-être commencer par quelque chose qui m'a le plus frappé dans la mission d'information quand nous avons reçu les différentes associations d'élus. C'est que finalement, on regardait les élus en Allemagne par rapport à la France. Et en Allemagne, les élus sont comme des quasi-fonctionnaires. Et en France, finalement, il y a, depuis la Révolution française, il y a l'espèce de l'acte gratuit pour le bien public. Donc on travaille, les élus travaillent pour l'intérêt général. Et ce qui m'a frappé, c'est que, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit des indemnités et pas un salaire. Avec du coup toutes les questions de protection sociale, etc. Donc on est dans une autre histoire politique. Et ce qui m'a frappé, c'est la prégnance de cette logique de la Révolution française encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aucune association d'élus, moi je pensais qu'ils allaient nous dire, en gros, il faut basculer dans la logique allemande, on a un statut, c'est cadré, avec des règles, en mode fonctionnaire, comme en Allemagne. Pas du tout. Donc on veut garder, je dirais, la beauté du geste amateur. La beauté, d'ailleurs, Cécile Noutamier l'a évoqué, les 500 000 bénévoles, on s'engage pour le bien public, avec d'une certaine façon quelque chose de l'acte gratuit. Le problème de l'acte gratuit, c'est qu'à l'arrivée, il y a quand même, faut quand même qu'il y ait, comme a dit par le passé notre ministre des Affaires étrangères, il me disait souvent, la politique, c'est porté par des hommes et par des femmes qui ont deux bras, deux jambes, quoi. Donc, du coup, il faut quand même à un moment donné que ça puisse se faire. Donc, on vit toujours dans cette contradiction-là. Hein, on vit toujours dans cette contradiction-là. Mais, en tout cas, la logique de la Révolution française, du travail pour le bien public, reste, et donc on ne bascule pas dans la logique allemande. Bon. Donc, de ça se tire un certain nombre de conséquences. Les conséquences, c'est tout l'aspect pervers de ces conséquences. C'est que on a du mal à parler d'argent. Donc le débat sur les indemnités, on évoquait la logique, Arnaud Richard évoquait les milliardaires, Marie-Georges Buffet évoquait aussi on s'en met plein les fouilles, ou je suis une cruche parce que je profite pas du système. Hein, on voit bien que là, on a clairement un problème, y compris de visibilité. Dans un paradoxe. C'est-à-dire que les gens pensent que les élus sont bien rémunérés. Ça, c'est fort partout. Hein, l'expérience, tu peux vivre, voilà, je reçois des classes, ça, c'est bon... Bien sûr, on est comme des footballeurs, quoi, ce qui nous a peu... Hein, mais comme je dis toujours, je suis pas Franck Ribéry, moi, hein, j'ai pas 4 Mercedes, donc bon. Mais là, je me tourne vers le président de l'Assemblée, il y a peut-être à réfléchir sur afficher clairement un tableau comparatif. Parce que moi, dans ma dernière fonction, j'étais dans un grand groupe français de défense. Quand je me suis présenté, tous mes collègues m'ont dit, toi, t'es complètement fou. Hein. Bon, ils le pensaient peut-être déjà avant, t'es complètement fou. T'as un super job, t'es bien payé, tu vas avoir des stocks, options, machin, et tu vas aller t'emmerder à te faire cracher dessus pour diviser ton salaire par 2. Donc, là, ils se sont dit, lui, on va quand même regarder si tout va bien, si son équilibre cérébral va bien, etc. Donc, quand on compare aujourd'hui une grille, non seulement des cadres de la fonction publique
mais encore pire que l'évolution des salaires, des cadres du privé versus ce que touchent des élus, on est compris dans se dire, mais moi, j'y vais pas. Voilà. Oui, mais ça, j'ai sorti même hors catégorie. Je sors les patrons et les footballeurs. Voilà, donc, parce que comme je dis toujours, aujourd'hui, il vaut mieux être footballeur que député, quoi. Je veux dire, donc on ne se fait pas cracher dessus, on est bien payé, et il y en a un qui a même sa statue dans son village. Donc, voilà, Franck Ribéry, la statue dans son village. Et donc, ça montre le rapport dans la société. Mais derrière la boutade, c'est quand même ça, la réalité. Hein. Donc, il y a peut-être un travail sur la clarté, sur les grilles. Voilà, c'est quoi, combien vaut aujourd'hui, combien la société est prête à mettre sur la table pour avoir une démocratie politique. Et je repense toujours aux lois qu'a fait passer Michel Rocard sur le financement des campagnes électorales, avec quelque chose qui a fondamentalement assaini le système, et où là, au moins, c'est clair. Là, on sait qu'il y a 1 euro par électeur sur les campagnes, et au moins, c'est clair. Si vous ne voulez pas de démocratie politique, ben, je dis aux gens, ben voilà, vous trouvez, je sais pas, Corée du Nord, enfin, vous trouvez d'autres régimes si vous voulez, mais vous êtes dans une autre logique. Mais je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, on a intérêt à la transparence. On peut le regretter, qu'on soit dans cette logique de suspicion, mais je pense qu'on aurait intérêt à se dire combien ça vaut un homme ou une femme politique. Combien on est prêt à mettre pour avoir l'exercice de la démocratie politique. Parce que, autre effet pervers, toujours, c'est l'histoire du cumul. Parce que le cumul, il est lié dans une logique institutionnelle. Parce que quand on est maire d'une petite commune, si on ne tient pas le conseil général, on ne finance pas sa voirie. Donc, hein, dans le système des 36 000 communes ou les conseils généraux, notamment dans tous les départements ruraux ou les villes rurales. Et puis, finalement, à défaut d'avoir une assurance vie, on a une assurance, si on perd un mandat, on en a un autre. Notamment, à partir du moment où on n'est pas fonctionnaire. Donc, le cumul est la logique de comment on passe du CDD au CDI, comment on essaye de se protéger. Et donc, du coup, si on veut passer à autre chose que la logique du cumul, il faut réfléchir à cette logique-là de l'entrée et de la sortie. Sur les mentalités, ce qu'a évoqué Marie-Georges Buffet et d'une certaine façon Bernard Thibault, sur la représentation des classes sociales, je le dis amicalement, on a perdu beaucoup à la perte d'influence du Parti communiste. Parce que finalement, dans l'histoire, juste avant de vous rejoindre, j'étais dans une conférence de presse avec un des maires de ma circonscription, communiste. CGT depuis l'âge de 16 ans, puis dans la foulée communiste, et finalement formé par le parti. Parce que finalement, le Parti communiste et certaines fédérations du Parti socialiste dans l'histoire, mais c'est le Parti communiste qui formait les militants politiques de la classe ouvrière. Et comme personne n'a remplacé le Parti communiste, de ce point de vue-là, eh bien, du coup, l'émergence de militants issus des classes populaires par le biais de l'institut de formation communiste au sens large, les écoles de cadres, etc., le séjour à Moscou et tout ce que chacun connaît, eh bien, pas qu'à Moscou, l'école centrale du parti et tout, eh bien, finalement, ça n'a pas été remplacé. Et ça, c'est une immense erreur du Parti socialiste, si je parle pour ma gouverne, si je puis dire, c'est une immense erreur d'avoir finalement zappé la classe ouvrière dans les têtes du Parti socialiste. Et de penser que seul l'ENA est l'école de formation des cadres dirigeants du Parti socialiste. Ce qui est la réalité aujourd'hui. Mais ce dont les classes populaires se rendent parfaitement compte. Et là, on arrive dans une coupure élite-peuple, où finalement, l'entre-soi de l'énarchie a remplacé la représentation politique la plus large. Et je dis en plus, quand je regarde les candidatures je regarde là, par exemple, sur des cantonales, des gens du Front de gauche, on n'a que de la fonction publique territoriale. Le Front de gauche, aujourd'hui, ne représente que des logiques de fonction publique. C'est d'ailleurs pour ça que, à mon avis, il a un problème pour représenter la classe ouvrière, parce que tout le monde a bien compris qu'on ne peut pas avoir un certain nombre d'acteurs, des insiders, et vouloir représenter des outsiders. Hein. La contradiction me paraît évidente. Donc on a le sujet sur les forces politiques,
de se dire, nous, qu'est-ce qu'on se donne comme objectif de représentation, y compris dans nos rangs militants. Dans nos rangs militants aux uns et aux autres. Et je pense que déjà pour notre organisation politique, Monsieur le Président, on a déjà intérêt à prendre un gros balai parce que c'est même pas un sujet. C'est même pas un sujet. Et si nous, on ne travaille pas sur l'émergence, sur le travail de ces militants dans les quartiers, dans les entreprises, il suffit de voir dans les campagnes aujourd'hui combien on distribue de tracts à la sortie des entreprises. C'est même plus un sujet. On fait les gares, on fait les marchés, mais on ne fait pas les sorties d'entreprise. Donc, on n'a pas remplacé la fonction d'émergence de cadre politique qu'exerçait le Parti communiste, et c'est une profonde erreur. Sur comment on s'en sort. Sur l'évolution des mentalités, la neutralité des entreprises qu'évoquait Karine Berger, la place des salariés, etc. Alors, juste, pardon, sur la couverture chômage, moi, je pense qu'il faut assumer. À un moment donné, il faut assumer. Donc, nous, on assume dans cette proposition de loi. Il faut assumer, y compris pour dire ce qu'a évoqué Arnaud Richard tout à l'heure, mais allez-y. Si vous voulez, moi, quand les gens, quand j'étais maire ou député, mais je dis toujours... je n'étais pas là, mais je donne mes clés. Je dis, allez-y, je vous donne le job. Moi, j'y ai passé ma semaine, mon samedi. Je suis content quand j'ai sauvé mon dimanche après-midi. Allez-y. Bon, là, il y a déjà moins de monde parce que tout le monde se rend bien compte que c'est pas tout à fait la même histoire. Bien. Alors, je dis toujours, personne m'y a forcé, mais c'est pas la même histoire. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à élargir parce que, y compris, je pense que les entreprises, pour avoir été dedans jusqu'en 2008, et encore avoir évidemment beaucoup d'amis dedans, le système s'est beaucoup durci. La question de la compétitivité, la question de la cohérence des entreprises, la cohérence interne, fait que le système de production accepte de moins en moins, c'est les 3 leçons sur la société industrielle, c'est toute l'évolution du monde de l'entreprise, il y a une logique de cohérence globale. Et finalement, d'avoir cette difficulté-là, d'avoir finalement... des moutons noirs dans le système, c'est de plus en plus compliqué. Donc, moi, la porte de sortie, c'est finalement, on parle de démocratie sociale. Peut-être qu'il faut arriver à des accords de démocratie politique, Monsieur le Président. De se dire, parce qu'aujourd'hui, un délégué syndical, même si c'est compliqué, j'entends ce qu'expliquait Bernard Thibault, on le sait, mais finalement, c'est encore pire pour des élus, aujourd'hui. Voilà. Moi, j'ai dans mes proches, une élue qui était une de mes adjointes, une de mes vice-présidentes de l'agglomération. On perd la ville. Elle retourne travailler dans son entreprise. Elle avait pris un détachement d'un an. Elle retourne. Sa patronne a changé. Aujourd'hui, elle n'arrive même pas à poser ses crédits d'heure. Légalement un peu. Mais la pression que le président rappelait et tout, la pression sociale est telle que c'est compliqué. Donc moi, je pense qu'il faut à un moment donné qu'on ait, je dirais pas nos accords de Grenelle de la démocratie politique avec les entreprises, mais je pense qu'il faut avoir ce débat-là avec le monde de l'entreprise, avec les patrons. Parce que à la fin, ils sont perdants. La démocratie en global est perdante, mais eux aussi, ils sont perdants. Parce que le débat sur la place des entreprises, aujourd'hui, quand je regardais attentivement les membres de votre commission, il y a combien de chefs d'entreprise? Combien de cadres? L'internationalisation de la classe politique. Moi, je suis très frappé. Je trouve notre classe politique très franco-française. Dans la mondialisation, c'est une erreur fondamentale. Les entreprises sont dans la mondialisation. Moi, j'ai été en Inde, j'étais en Roumanie, j'étais en Ukraine, j'étais aux États-Unis. Voilà, donc aujourd'hui, j'étais en Chine. Voilà, quand on me parle de comment on fonctionne, je peux vous dire que les Indiens, on les aura sur le dos parce qu'ils sont morts de faim et qu'ils vont se battre jusqu'au bout parce qu'ils sont morts de faim. C'est tout simple. Donc, du coup, cette expérience-là, la classe politique française ne l'a pas. Elle est trop provinciale. Je n'ai rien contre les provinces, je ne vais pas faire l'élu parisien. Cécile Nuntemeier va m'arracher les yeux. Mais je pense qu'il faut arriver, Monsieur le Président, à avoir cette logique d'accord de démocratie politique, parce que notre proposition de loi, elle est modeste, elle travaille sur des éléments concrets, mais on a un problème de seuil qualitatif. Donc, monter en gamme par rapport à ça, et finalement, peut-être, toutes ces questions-là, inviter le MEDEF, ici, et poser un accord de démocratie politique, de représentation, à travers le système des quotas, parce que je pense qu'autrement, on n'y arrivera pas,
à travers le système de représentation et de se dire, voilà, on y va parce qu'on a un enjeu, parce que je suis convaincu, comme vous, Monsieur le Président, que si on ne porte pas, nous, cette démocratie politique, vous l'avez déjà, un rôle de plus en plus prégnant des médias, vous avez un rôle de plus en plus présent de la justice, et donc les petits arrangements qu'il y avait avant, eh bien, c'est plus possible. Les permanents à la MNEF, les permanents syndicaux, etc. Aujourd'hui, tout ça, c'est de l'emploi fictif. Avec une justice qui s'est aussi durcie. Le monde de l'entreprise s'est durci, le monde de la justice s'est durci, la société, par rapport à ça, s'est durcie et est en défiance, et donc il est temps, je pense, de poser les axes sur la table pour en sortir par le haut. Merci. Michel Vinocq, un dernier mot. Pour aujourd'hui. Non, un simple mot, oui. Une réflexion sur la carence du Parti socialiste dans cette affaire de la représentation ouvrière. Je crois il faut se souvenir quand même de l'aspect historique de la question, à savoir que le Parti socialiste, qui s'est créé en 1905, était séparé du syndicalisme. Et ça, c'est capital pour comprendre toute la suite de son histoire, cette séparation. À la différence, évidemment, d'une part, des social-démocraties, allemandes, scandinaves, etc., et le travaillisme anglais, où il y a, n'est-ce pas, cette rencontre, cette osmose entre le syndicat et le parti. Et la deuxième différence, c'est évidemment, là vous l'avez cité, le Parti communiste, mais ajoutons-y que parce que le Parti communiste, créé en 1920, a tout de suite des liens très étroits avec le syndicat. D'abord, la CGT-U, n'est-ce pas? Et ensuite, la CGT, quand ils y deviendront majoritaires. Donc ça, c'est un aspect historique. Excusez-moi, je fais le travail pour bien voir que, oui, il est difficile parfois d'aller contre, n'est-ce pas, un courant très profond qui remonte très loin. Et puis, un tout petit mot pour finir. Un souvenir historique qui est emblématique de la question si importante du statut de l'élu. La grève de Carmaux de 1892, qui a contribué à amener Jaurès à se convertir au socialisme. Pourquoi il y a eu cette grève qui est une des plus fameuses de l'histoire du mouvement ouvrier? C'est parce qu'un des mineurs de Carmaux avait été élu maire de Carmaux et qu'il n'arrivait pas à exercer ses fonctions et qu'il a été licencié par la direction de la mine de Carmaux. D'où la grève très longue, très dure, et qui se termine plutôt bien, mais en tout cas, voilà une référence historique pour montrer l'antériorité de la question. Merci. Je voudrais dire à Arnaud Richard qu'il ne croit pas échapper à ces questions-là, parce qu'on a beaucoup évoqué le Parti communiste, le Parti socialiste, mais je suis persuadé que pour son organisation aussi, elle doit être concernée par ces réflexions. Non, mais il est vrai, par exemple, que la logique que portait Charles Pasqua, qui était aussi une logique là-dessus, a aussi disparu. Je veux dire, ça fait longtemps que c'est plus le métro. Hein, donc, cette organisation politique, donc, le RPF avait toute cette logique-là aussi, quelque part. Donc, on est en retard. Et même si, je connais l'histoire qu'évoquait Michel Vinocq, mais on se doit, nous, aujourd'hui, en tout cas, c'est même pas une question. Donc, en tout cas, si c'est déjà pas une question dans nos organisations politiques, on risque pas de produire des réponses. Merci beaucoup à chacun d'entre vous.